tous. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on va parler de la base légale, donc l'intérêt légitime. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse vraiment un retour sur la notion de l'intérêt légitime. Ensuite, qu'on regarde comment on peut mobiliser la base légale. Et enfin, bien sûr, qu'on s'intéresse aux critères de la balance des intérêts, puisque c'est vraiment ce qui va être la différence majeure avec les autres bases légales. C'est vraiment ce critère-là, en tout cas pour cette notion. Donc en premier lieu, donc par rapport à la notion, comme je vous le disais, on va avoir vraiment des différences majeures, qui sont posées par l'article 6F du RGPD, donc qui vont être le fait que par rapport aux autres bases légales, qui sont présumées en fait avoir atteint l'équilibre des différents droits et intérêts en jeu, pour la base légale de l'intérêt légitime, on va avoir ce critère spécifique de la mise en balance. Donc évidemment, la recherche de cet équilibre entre les intérêts du responsable de traitement d'une part et les intérêts, droits et libertés fondamentaux des personnes concernées d'autre part est une condition afin qu'il n'y ait pas un abus dans l'utilisation et la mobilisation de cette base légale. Cela signifie pas pour autant que ce sera entre guillemets le maillon faible. Il n'y a pas de hiérarchie entre les différentes bases légales, je tenais à le préciser. Elle peut être mobilisée au même titre qu'un consentement ou qu'une autre base légale. C'est pas parce qu'elle intervient en dernier point que c'est le entre guillemets maillon faible. Alors, je voulais aussi porter à votre attention aujourd'hui que c'est pas parce qu'on justifie, ce que vous le savez sûrement, mais c'est pas parce qu'on justifie son traitement, sa finalité par une base légale que ça ne dispense le responsable de traitement de ne pas respecter les autres droits et obligations qui sont énumérés par les textes, notamment dans le RGPD, l'obligation de loyauté, licéité, nécessité, proportionnalité. C'était un petit rappel. Donc, pour en pratique vraiment illustrer cette notion, je vous ai proposé donc une petite illustration qui est par exemple très concrètement le cas d'une entreprise qui met en œuvre des mesures de sécurité, en tout cas finalement pour aller sécuriser son personnel, parce que en fait c'est un personnel qui travaille dans une centrale nucléaire. Donc là on aurait un intérêt légitime du responsable de traitement. Donc ça c'est pour faire une petite transition par rapport à ce qu'on vient de dire, donc les différences majeures et dans quel cas finalement un responsable de traitement pourrait avoir un intérêt légitime, et ben, par exemple pour sa centrale nucléaire, donc préserver la santé et la sécurité de son personnel qui y travaille. Petite illustration que vous retrouverez dans cette diapo. Donc, pour revenir sur cette notion d'intérêt légitime, donc on peut s'interroger sur comment on doit manifester, comment le responsable de traitement doit-il manifester l'intérêt légitime. L'intérêt légitime, donc, nous dit notamment le groupe de travail, doit être manifesté en termes clairs, en termes suffisamment clairs et précis, notamment par la suite pour mettre en balance donc, les intérêts du responsable de traitement et les intérêts et droits et libertés fondamentaux des personnes concernées. L'intérêt légitime doit également être licite, tout simplement conforme aux droits en vigueur dans l'Union ou dans le pays concerné. Et enfin, l'intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement doit présenter un intérêt réel et présent, c'est-à-dire correspondre à des activités qui sont menées actuellement ou en tout cas qui ont des bénéfices qui sont escomptés dans un avenir très proche. Ça veut dire également qu'un intérêt trop vague ou hypothétique sera insuffisant pour en tout cas aller mobiliser, manifester cette base légale de l'intérêt légitime. Les groupes de travail, notamment, nous donnent une liste non exhaustive des contextes dans lesquels l'intérêt légitime serait communément susceptible de s'appliquer. Donc c'est par exemple lorsqu'il y a l'exercice d'un droit à la liberté d'expression, c'est par exemple pour la prévention de la fraude, c'est encore par exemple un traitement qui aurait une finalité historique, scientifique ou statistique. Je vous laisserai prendre connaissance de cette liste que vous voyez sur ce diapo. Et donc, comme je le disais, donc c'est vraiment des contextes dans lesquels l'intérêt légitime est communément susceptible de s'appliquer. Donc pour cette notion de l'intérêt légitime, comme je viens de le dire, on vient de le voir, on a quand même un critère, donc des critères qui doivent être mis en œuvre pour mobiliser cet intérêt légitime, qui vont être la licéité de l'intérêt, qui doit être formulé en des termes clairs et qui doit représenter un intérêt réel et présent pour le responsable de traitement. Alors, qu'en est-il par rapport à sa mise en œuvre? Comment on va mobiliser la base légale de l'intérêt légitime? Alors, il faut partir d'un constat, déjà, je ne vous le cache pas. L'intérêt légitime qui va être poursuivi par le responsable de traitement, c'est vraiment le point de départ. Ça va être un constat. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'intérêt légitime va être mobilisable par la suite par le responsable de traitement. Alors, je m'explique au travers d'une illustration. Par exemple, l'intérêt légitime d'un responsable de traitement à regarder en fait les comportements
de ses clients afin de pouvoir lui mieux personnaliser des offres de biens ou de services pourrait apparenter à un intérêt légitime. Pour autant, ça ne signifie pas que le responsable de traitement pourrait surveiller indûment les activités en ligne ou hors ligne de ses clients, compiler d'importants volumes de données à leur propos, collecter donc à l'origine dans d'autres contextes et à d'autres fins, surtout sans mettre en œuvre un mécanisme effectif d'opposition à ce traitement-là. Donc ça, le point de départ serait qu'il y avait un intérêt légitime. Pour autant, ça ne signifie pas, on va le revoir après, qu'il peut légitimement finalement mettre en œuvre cette base légale pour justifier son traitement. On a aussi d'autres indications, notamment dans le considérant 47 du RGPD, qui nous permet d'identifier des domaines où l'intérêt légitime va pouvoir finalement s'appliquer ou non. On va retrouver notamment une exception entre guillemets, donc pour les autorités publiques. On nous dit que la base juridique de l'intérêt légitime ne devrait pas s'appliquer aux traitements effectués par des autorités publiques dans l'accomplissement de leur mission. Et là, on rejoint ce que je vous disais dans la première partie au niveau de la notion, qui est de pouvoir limiter la justification des traitements par rapport à cette base légale. Et donc, pour les autorités publiques dans l'accomplissement de leur mission, une autorisation suffisamment détaillée prévue par la loi est exigée. Pareillement, on retrouve, comme on l'a dit par rapport à la liste qui a été évoquée par le groupe de travail, on retrouve des contextes dans lesquels, pour le coup, là, l'intérêt légitime serait valablement mis en œuvre. Donc, c'est la prévention de la fraude. On retrouve également la prospection qui peut être en fonction du contexte, on peut retrouver la mobilisation de la base légale de l'intérêt légitime. On a aussi le texte qui nous mentionne l'intérêt légitime des tiers. Donc, je tenais à revenir sur cette notion pour vous la préciser. Aujourd'hui, l'intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement est poursuivi aussi par la suite dans le texte par les tiers auxquels les données sont communiquées. On retrouve en fait cette notion de tiers et donc il s'agit en fait par exemple, dans le contexte de, par exemple, la publication des données à des fins de transparence et responsabilité, typiquement dans le cadre de divulgation des salaires des dirigeants d'une entreprise. Dans ce cas-là, on pourrait légitimement considérer que la divulgation n'est pas effectuée dans l'intérêt légitime du responsable de traitement, mais plutôt dans celui d'autres parties prenantes, par exemple pour les salariés, pour la presse, pour l'opinion publique, etc. Donc c'est vraiment l'objectif ici, quand l'article poursuit sur l'intérêt légitime des tiers, finalement c'est de mettre en exergue le fait que le responsable de traitement ne poursuit pas nécessairement un intérêt qui lui est direct, mais va plutôt aller répondre à l'intérêt légitime des tiers. Voilà. Donc finalement, si on revient sur cette notion de l'intérêt légitime, on va avoir vraiment des critères qui sont posés par les textes, des conditions qui sont posées par les textes d'une part. Donc on retrouve le fait d'être licite, d'avoir un intérêt réel et présent, le fait d'être exprimé dans des termes suffisamment clairs, comme on l'a dit. On a des domaines dans lesquels communément on accepte finalement la mobilisation de cette base légale, et on a aussi des contextes dans lesquels cette base légale elle est clairement indiquée comme n'étant pas mobilisable. Alors, dans ce texte, on a également un autre critère, une autre condition qui est la fameuse mise en balance. Donc, à quoi ça correspond cette fameuse mise en balance? Je vous propose qu'on fasse un focus dessus, puisque c'est vraiment ce qui va nous intéresser également aujourd'hui. Maintenant qu'on a revu la notion de la légitimité de l'intérêt, on va donc s'intéresser à la balance des intérêts. Donc, la balance des intérêts, déjà, il faut partir d'un constat qui est que la balance peut pencher en faveur des intérêts et des droits des personnes concernées. Cela veut dire que dans ces cas-là, le traitement ne pourrait être effectué. Pour autant, comme je le disais en introduction, ça ne signifie pas que la base légale de l'intérêt légitime doit être vue comme le maillon faible. Ça ne veut pas dire pour autant non plus qu'il s'agit d'une porte ouverte à la légitimation de tous les traitements de données qui révèlent d'aucun autre fondement qui pourrait être justifié par aucune autre base légale. Il faut aussi relativiser. La balance des intérêts n'est pas la balance des intérêts en tout cas dans le texte par rapport à l'intérêt légitime, c'est pas le seul critère. C'est pas la seule fois où on retrouve ce critère. Je m'explique. On va retrouver par exemple une mise en balance, en fait, au final, un équilibre qui est recherché, par exemple, entre le droit de la protection des données en général et la liberté d'expression. On retrouve d'autres dispositions où on a également une mise en balance des intérêts. Ça peut être par exemple dans le principe de nécessité, de proportionnalité, de limitation de la finalité. Donc ce n'est pas un critère qui est très exceptionnel. Pour autant, c'est vrai que par rapport aux autres bases légales, on va vraiment retrouver ce critère de mise en balance dans l'intérêt légitime.
Donc on retrouve dans cette notion de l'intérêt légitime, on retrouve des notions, donc on a plutôt, des notions donc, de liberté, de droit, d'intérêt des personnes concernées et là, il faut noter que au niveau des libertés et droits fondamentaux de la personne concernée, on a aussi la prise en compte de leur intérêt. Ça, le texte nous le dit, les intérêts des personnes concernées. Il faut faire une interprétation large de cette notion d'intérêt et de droit des personnes concernées, qui est pris donc en considération effectivement l'intérêt des personnes concernées. Ce qui est notable dans cet article, c'est qu'il n'est pas suivi de la mention de la légitimité, à la différence du responsable de traitement, dans la première partie du texte. Effectivement, on remarque que cela signifie finalement que les personnes qui se livrent à des activités qui seraient donc illégales ne devraient quand même pas faire l'objet d'une ingérence disproportionnée dans l'exercice des droits. Donc, je m'explique. Ça veut dire par exemple qu'un individu qui aurait commis un vol, par exemple dans un supermarché, pourrait encore voir son intérêt quand même prévaloir par rapport au directeur de ce centre, de ce supermarché, qui voudrait publier finalement sa photo sur les murs de son centre, de son supermarché, son adresse privée et cetera. Là, on aurait quand même une ingérence disproportionnée dans l'exercice des droits et libertés de la personne concernée, peu importe que, cette personne ait, eu recours à des activités illégales. Finalement, on pourrait imaginer une espèce de, voilà, de variation de l'intérêt légitime en fonction, de certaines mesures. Finalement, on pourrait dire que l'intérêt légitime pourrait se mesurer comme étant plutôt minime, relativement important ou impérieux. En fonction déjà de ce premier bilan, on pourrait avancer une conclusion générale selon laquelle l'intérêt légitime, quand il est minime, va pas forcément prévaloir, par rapport aux intérêts, droits et personnes, des personnes concernées. D'un autre côté, on pourrait avancer une première conclusion qui serait que un intérêt légitime qui serait impérieux par rapport au responsable de traitement, pourrait donc prévaloir, sur l'intérêt et les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées. Donc c'est un bilan qui sera à nuancer, on va le voir par la suite. Pour faire effectivement cette mise en balance, donc vraiment pour aller dans la pratique, on va devoir prendre en considération des facteurs clés. Ces facteurs clés qui vont nous permettre d'appliquer le critère de la mise en balance. Donc premièrement, on va le voir, on va devoir faire une appréciation de l'intérêt légitime. Ensuite, on va devoir regarder les incidences sur les personnes concernées et enfin, on va s'intéresser aux garanties supplémentaires. Donc pour commencer au niveau de l'appréciation de l'intérêt légitime. Donc là, la question qu'on se pose, c'est dans quel cadre l'intérêt du responsable de traitement pourrait prévaloir. Et c'est notamment, on l'a vu déjà, en fait, c'était déjà exprimé par le groupe de travail dans la liste non exhaustive qui nous a fourni donc des contextes communément susceptibles de s'appliquer, mais on le remarque également en pratique lorsqu'il y a l'exercice d'un droit fondamental qui est poursuivi par le responsable de traitement, et ben en tout cas, l'intérêt du responsable de traitement peut prévaloir dans ce contexte-là. Donc c'est par exemple, l'exercice de la liberté d'expression. Donc imaginons un journal qui publie certains éléments incriminants à propos du train de vie d'un haut fonctionnaire, qui est d'ailleurs impliqué dans un scandale de corruption. Ce qui est recherché derrière, c'est, l'expression donc la liberté d'expression, donc l'exercice d'un droit fondamental. Dans ce cadre-là, on peut imaginer que l'intérêt du responsable de traitement va prévaloir sur l'intérêt et les droits et libertés des personnes concernées. Pour autant, cela ne signifie pas non plus qu'on laisse toute la latitude aux médias à publier toutes les données personnelles des personnalités publiques. Bien sûr, il va falloir être proportionné dans ce qui va être fait. On a un autre secteur également, un autre contexte, c'est la recherche de l'intérêt public ou en tout cas l'intérêt de la collectivité. C'est par exemple un prestataire de services qui voudrait limiter l'abus justement du recours à ces services et par la même occasion euh, va finalement répondre à l'intérêt de la collectivité puisque les clients de cette entreprise, les contribuables ou les citoyens ont aussi un intérêt légitime à ce que les activités frauduleuses soient découragées et soient même détectées quand elles sont commises. Et donc finalement, dans ce cadre-là, dans cette hypothèse-là, on a un responsable de traitement et qui a un intérêt commercial évident, mais il va également répondre à l'intérêt de la collectivité. Et dans ce cadre-là, le responsable de traitement pourrait voir son intérêt légitime prévaloir sur l'intérêt, les libertés et les droits fondamentaux des personnes concernées.
On va avoir d'autres cadres, éventuellement, qui pourraient être pris en considération. Ce serait par exemple, des orientations non contraignantes qui ont été formulées par des autorités, chargées de la protection des données. Ce pourraient être des attentes culturelles, sociétales. On peut multiplier en fait ces exemples, pour avoir un 1 état des lieux, une première appréciation de l'intérêt légitime, ou en tout cas des contextes dans lequel l'intérêt légitime du responsable de traitement pourrait, prévaloir. On va avoir un deuxième facteur à prendre en considération qui est l'incidence, sur les personnes concernées. C'est vraiment le deuxième volet de la balance, et donc l'incidence sur les personnes concernées va faire l'objet de modalités d'évaluation, et donc cette modalité, d'évaluation, en tout cas, on va prendre en compte l'impact sur la personne concernée. Pour faire cette évaluation, on va d'abord, beh, bien sûr, évaluer l'incidence. Et donc comment est-ce que ça va se passer? Déjà, qu'est-ce que c'est que l'évaluation de l'incidence? L'évaluation de l'incidence sur les personnes concernées, c'est vraiment prendre en compte toutes les conséquences positives ou négatives que va avoir ce traitement sur les personnes concernées. On tient compte également des répercussions morales. Donc c'est également la crainte, le désarroi, suite à, par exemple, à la publication de données, en tout cas la divulgation de données sur internet. Le groupe de travail, lui, il estime que, l'incidence, c'est une notion plus large qu'un préjudice ou qu'un dommage occasionné. Ça va vraiment couvrir toutes les conséquences possibles, potentielles ou effectives du traitement de données. Donc c'est vraiment l'affectation positive ou négative par le traitement de données, donc potentielle ou effective. La méthodologie qui est appliquée pour évaluer cette incidence, c'est une méthodologie qu'on retrouve notamment en analyse des risques. Ça va être évaluer la probabilité du risque et évaluer la gravité du risque. Donc la probabilité du risque, c'est vraiment prendre en considération, le risque qui, sera plutôt élevé ou moins élevé de compromission des données à se matérialiser. Ça va être cet aspect-là. Donc par exemple, dans un système, très hétérogène qui, met en œuvre, l'accessibilité des données via l'internet, qui met en œuvre par exemple, des échanges de données avec des sites qui sont hébergés, hors de l'Union, et cetera, va avoir un risque probablement plus élevé de compromission des données à se matérialiser, plutôt qu'un système dans lequel, il n'y a pas d'interconnexion, tout est déconnecté de l'internet, et cetera. Donc le système est plutôt homogène et qui va avoir un risque beaucoup plus faible de compromission des données à se matérialiser. Ça, c'est pour la probabilité du risque. Ensuite, on a donc la gravité du risque. La gravité du risque, c'est vraiment prendre en considération les conséquences sur les personnes concernées de la réalisation de ce risque. Donc typiquement, ces conséquences vont pouvoir être minimes ou fatales. Typiquement, si on permet, la localisation d'individus placés sous la protection, de la justice, si ces données tombent entre les mains de criminels, eh bien effectivement, ça peut avoir des conséquences plutôt fatales. C'est vraiment chacun de ces 2 éléments clés, pardon, donc la probabilité du risque et la gravité du risque, va contribuer à l'évaluation générale de l'incidence potentielle. Suite à cela, donc suite à l'évaluation qu'on aura fait de l'incidence, on va avoir un autre critère qui va être pris en considération pour évaluer l'ensemble en fait de l'incidence sur les personnes concernées, qui va être la nature des données. Effectivement, les conséquences ne seront pas les mêmes en fonction des données qui sont traitées. Donc si on est plutôt sur des données entre guillemets anodines, ou des données sensibles, ou en tout cas des données qui méritent une protection particulière. Ça peut être par exemple dans le cadre, de l'utilisation de l'image de l'iris pour protéger un laboratoire, l'accès en tout cas à ce laboratoire qui traite, des virus très dangereux, et ben, l'intérêt légitime du responsable de traitement va être plutôt, va être plutôt légitime, dans le sens où il apporte la preuve que le risque est tel, s'il y a pénétration en tout cas dans ce laboratoire, que les conséquences attendues vont être très importantes pour les personnes, concernées. Donc en général, on peut tirer déjà une conclusion. Plus informations sont sensibles, plus les conséquences pour les personnes concernées peuvent être importantes. Alors il y a une petite nuance à apporter à la nature des données, puisque des données déjà rendues publiques peut être un critère qui est à prendre en considération dans l'évaluation de l'incidence sur les personnes concernées. Pour autant, il n'existe pas d'autorisation générale qui permet la réutilisation, de traiter à nouveau des données qui ont été, publiquement disponibles. Mais c'est une nuance qu'on peut mettre en exergue, en tout cas, dans l'évaluation de l'incidence sur les personnes concernées. Il y a un autre critère qui est à prendre en compte dans l'incidence sur les personnes concernées, ça va être la façon dont les données sont traitées. Puisqu'on vient de le voir, la nature des données est importante,
données sensibles, ça va être un critère, en tout cas le critère de la sensibilité des données à son importance dans l'évaluation. Pour autant, cela ne signifie pas que des données qui paraissent entre guillemets «anodines», ne vont pas avoir un impact conséquent sur les personnes concernées. Donc il va vraiment falloir regarder la façon dont les données sont traitées. Typiquement, on peut prendre l'exemple de Claudia. Claudia qui est une consommatrice, enfin a des habitudes de consommation, y compris par exemple le commande de pizza auprès d'une chaîne de pizzeria. Pour l'instant, on va dire que les données sont plutôt des données traitées sont plutôt anodines. Pour autant, la chaîne de pizzeria revend à une compagnie d'assurance les données de Claudia. Et cette compagnie d'assurance va se servir de ces données pour calculer les primes d'assurance santé. Et bien finalement, là, on retrouve donc des données qui paraissaient anodines en soi dans le traitement et qui vont, par la façon dont les données sont traitées, enclencher en fait un profilage de Claudia, notre chère Claudia, qui va contribuer finalement à faire pencher quand on va faire l'incidence sur les personnes concernées, quand on va mettre en exergue, enfin quand on va mettre en place la balance des intérêts, vont contribuer à faire pencher cette balance en faveur de l'intérêt des droits et de la personne concernée plutôt que du responsable de traitement. Là aussi, on peut en conclure qu'en général, plus l'incidence de traitement va se révéler négative ou en tout cas incertaine, moins il est probable que le traitement sera jugé, légitime au regard du critère de la mise en balance. En tout cas pour le, responsable de traitement. Donc dans ces cadres-là, il faudra regarder s'il n'y a pas d'autres méthodes qui sont moins, intrusives, qui ont moins de conséquences négatives pour la personne concernée. Donc une fois qu'on a fait cette évaluation, on a regardé la nature des données, on a la façon dont les données sont traitées, il faut aussi regarder un autre critère qui est les attentes raisonnables de la personne concernée. Donc là, on s'intéresse vraiment à la relation entre le responsable de traitement et la personne concernée. Donc on ne fait pas, mention, hein, il ne faut pas confondre cet aspect-là, ce critère-là avec les informations qui doivent être nécessairement portées à la connaissance de la personne concernée en principe du transparence. On est vraiment sur, quelles sont les attentes raisonnables des personnes concernées par rapport à la relation qu'il entretient avec le responsable de traitement. Donc c'est vraiment on se pose la question, est-ce que ce traitement va surprendre les personnes concernées, donc dont les données sont collectées? C'est par exemple typiquement, le réseau social qui met en relation différents individus. L'objectif étant donc cette mise en relation, on peut se dire que les attentes raisonnables donc sont la mise en relation et donc ce qui pourrait les surprendre, c'est le fait d'être profilés en vue d'adresser de la publicité personnalisée. C'est un exemple. À l'issue de ces 1ers critères, on va avoir un dernier critère à, mettre en application qui va être le statut du responsable de traitement. Et également de la personne concernée. Effectivement, il va falloir aussi regarder, donc maintenant on a vu la relation entre responsable de traitement et personne concernée. On va regarder maintenant pour chacun des 2, quel est son statut? C'est-à-dire le responsable de traitement, est-ce qu'il est plutôt une petite organisation? Est-ce qu'il est plutôt une grande multinationale à forte position sur le marché? Et cetera. Ça, ce sont aussi des critères à prendre en considération sur, l'incidence des personnes concernées, puisque une grande multinationale, par rapport à une petite organisation, n'aura pas le même poids pour imposer son intérêt légitime. Et donc de ce point de vue-là, au même titre que, par exemple, le droit de la concurrence contribue, à pouvoir, être utilisé à bon escient, en tout cas, les lois sur, dans ces domaines-là, on peut se dire que le droit à la protection des données va aussi jouer un rôle important en matière de prévention des atteintes aux droits et libertés des personnes concernées. Donc ça, c'est en ce qui concerne le responsable de traitement. Ensuite, d'un autre côté, on va avoir donc la personne concernée. Le statut de la personne concernée a également son importance et il doit être pris en compte puisque il sera pertinent de regarder à qui on s'adresse, à qui le responsable de traitement s'adresse, puisque si c'est un enfant, si c'est une personne qui est dans une position vulnérable, ça n'aura pas les mêmes incidences. On peut aussi mettre en exergue les rapports de force. Donc, il s'agit d'un salarié, d'un étudiant, d'un patient. Là aussi, ça a son incidence sur les personnes, ça a une incidence sur les personnes concernées, et donc ça mérite d'être soulevé, en tout cas dans l'appréciation de la mise en balance des intérêts. Alors, bien sûr, il faut quand même se dire que toutes ces incidences négatives n'ont pas pour objectif d'être supprimées. C'est pas ça l'objectif, c'est pas d'éviter toutes les incidences négatives, mais c'est de prévenir une incidence disproportionnée. C'est en ça, quand vous allez faire votre mise en balance, que vous allez devoir regarder s'il n'y a pas de disproportion. Évidemment, il peut y avoir des incidences qui sont négatives, mais on le verra juste après, ça peut pencher quand même en votre faveur, si, il n'y a pas d'incidence, en tout cas trop disproportionnée.
Donc une fois que vous avez mis, tous ces éléments, vous avez relevé tous ces éléments, vous avez fait votre évaluation, la mise en le l'incidence sur les personnes concernées et cetera. Imaginons qu'il subsiste un doute, donc un doute sur le fait que la balance penche effectivement en faveur ou pas, du responsable de traitement. Puisqu'on l'a vu, on est parti du constat que si la balance des intérêts ne penchait pas en faveur du responsable de traitement, en principe, le traitement ne doit pas être effectué. Dans ces cas-là, il reste quand même une possibilité, qui est de mettre en place des garanties supplémentaires. Effectivement, le responsable de traitement, l'objectif, c'est quand même qu'il fasse son activité de traitement et dans ces cas-là, s'il y a un doute sur la balance des intérêts, entre les intérêts ses intérêts à lui et les personnes concernées, eh ben, il va pouvoir mettre en œuvre des garanties supplémentaires afin, de protéger finalement, de limiter l'incidence que ça va avoir sur les personnes concernées et donc pouvoir faire pencher la balance, dans sa faveur. Et donc pour ce faire, il pourrait mettre en œuvre, par exemple, une limitation stricte du volume des données collectées, l'anonymisation, la pseudonymisation, la suppression immédiate des données après leur utilisation, et cetera. D'autant de mesures qu'il sera nécessaire de mettre en œuvre, pour, en tout cas, que la balance des intérêts penche en sa faveur. Évidemment, vous retrouvez donc dans certaines, mesures que je viens d'énoncer, on retrouve des mesures qui sont déjà énoncées via d'autres principes dans le règlement, mais c'est vrai que, ces mesures-là sont plutôt n'ont pas de «cadre» entre guillemets dans, la façon dont le responsable de traitement va les mettre en œuvre et donc là, l'objectif pour lui, ce sera vraiment, de les mettre en œuvre de façon à ce que l'incidence sur les personnes concernées soit vraiment minime. Et donc, on pourrait en conclure que ces mesures additionnelles, seraient un petit peu des mesures compensatoires et pourraient permettre de trouver l'équilibre ou en tout cas qu'il n'y ait plus de disproportion, dans l'incidence et par rapport aux personnes concernées. Et donc, pour conclure, on pourrait donc en dire que, si, l'équilibre est atteint, là, le responsable de traitement, en tout cas si la balance pense en sa faveur, eh bien, le responsable de traitement pourra mettre en place son traitement. À l'inverse, comme je le disais, dans ces cas-là, si la balance pense en faveur des intérêts et des droits des personnes concernées, le, responsable de traitement, devra donc rechercher une autre base légale à mobiliser telle que le consentement ou ne pas effectuer son traitement. Voilà, donc ça c'était vraiment en ce qui concerne la balance des intérêts. Ce sont donc tout ce qui est a priori, en tout cas tout ce qui apparaît a priori de, la mise en œuvre du traitement pour en tout cas aller justifier, la finalité, spécifiée donc poursuivie par ce, traitement de données. Maintenant je souhaitais aborder avec vous un dernier point qui est le droit d'opposition. Puisque effectivement aujourd'hui, on vient de le dire, la personne concernée, va bénéficier potentiellement, de mesures supplémentaires et cetera en fonction de, ce qu'a fait, soulever la balance, des intérêts. Mais elle bénéficie également, d'un droit de s'opposer, donc à ce que ces données fassent l'objet d'un traitement. Pour autant, l'article précise bien: «Pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière». Donc c'est vraiment une disposition qui vient, compléter en tout cas la mise en balance, puisque l'intérêt c'est quand même aussi de limiter le recours à l'intérêt légitime, mais si tout est mis en œuvre de façon à ce que ça puisse être mis en œuvre par rapport aux conditions qui sont énumérées par les textes comme on vient de le voir, et ben la personne concernée pardon, a quand même cette disposition en plus qui intervient après et dans ces cas-là, s'il met en œuvre son droit d'opposition, parce qu'il le justifie par des raisons prépondérantes, légitimes et cetera, et ben une nouvelle appréciation pourra être faite et donc le responsable de traitement pourra à ce moment-là mettre en œuvre une nouvelle appréciation en tenant compte, des arguments spécifiques avancés par la personne concernée. Et donc, à ce moment-là aussi interviendra, comme on l'a vu, précédemment, la possibilité d'ajouter des mesures additionnelles compensatoires ou alors, le fait de respecter son droit d'opposition. Voilà, donc ça, c'était vraiment pour tous les aspects, comme on vient de le voir, donc de l'intérêt légitime. On peut vraiment avancer des conclusions qui seraient, comme je l'ai dit, si les incidences sont très minimes, si vous arrivez finalement à faire pencher la balance des intérêts en votre faveur, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas mobiliser, cette base légale et donc ça signifie finalement, comme je disais en introduction, que la base légale de l'intérêt légitime, même si elle, même si parfois on pourrait penser qu'il s'agit un petit peu du maillon faible dans, les bases légales à mobiliser pour, justifier une finalité dans un traitement, et ben, ce n'est pas le cas. Finalement, l'intérêt légitime, ça vous laisse quand même de la souplesse dans sa mise en œuvre. Il vaut mieux faire appel à un intérêt légitime qui soit justifié, dans lequel vous avez mis en place des garanties supplémentaires pour
mettre en œuvre votre traitement, plutôt qu'aller invoquer une base légale qui serait inappropriée, par exemple le consentement ou le caractère nécessaire à l'exécution d'un contrat, alors qu'en réalité, ça sort de ce champ-là. Voilà, on a, l'ICO qui a aussi, effectué un recours à la possibilité de l'intérêt légitime avec un test en 3 parties et pour cette autorité, il s'agirait de se poser 3 questions. Existe-t-il un intérêt légitime au traitement? Le traitement est-il nécessaire à cette fin? Et l'intérêt légitime est-il dépassé par les intérêts, les droits ou les libertés des personnes? Donc ça revient un petit peu à ce qu'on a évoqué au niveau des critères et de l'appréciation, mais ça peut être aussi des questions que vous pouvez mettre en œuvre, en tout cas, vous poser lorsque vous, êtes sur le point d'effectuer un, traitement de données que vous souhaitez justifier sur la base de l'intérêt légitime. Voilà, c'était pour conclure sur cette notion de l'intérêt légitime. Alors est-ce que vous avez éventuellement des questions? Je vais arrêter mon partage. Hop.